Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Les maladies cardiovasculaires, la prévention s'impose comme un moyen efficace de lutte. Des journées organisées pour sensibiliser les populations. Et puis un collectif des artistes dénonce des irrégularités qui entachent la crédibilité du processus électoral au Burkina. Du côté de la Maison Orange, le directeur général apporte un démenti. Un reportage à suivre dans quelques instants. Véritable problème de santé publique. Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de consultation en service de neurologie en Côte d'Ivoire. La prévention s'impose comme l'un des moyens efficaces de lutte contre la pathologie. Hier et aujourd'hui se sont tenues à Abidjan les journées nationales de lutte contre l'AVC. Les maladies cardiovasculaires sont considérées comme un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Cause de handicap physique et intellectuel, ces maladies peuvent conduire à la mort. Brutalement, vous avez une partie du cerveau qui, ne recevant plus de sang, cesse de fonctionner. Et cette partie du cerveau est responsable d'une certaine fonction que vous allez perdre. Donc ça va être le plus souvent une paralysie d'un hémicorps, de la moitié gauche ou droite de votre corps, une perte de la sensibilité de ce côté, des problèmes d'équilibre, de marche, des troubles visuels, des troubles du langage. Les facteurs de risque sont multiples. Ce qui va vous créer des problèmes, c'est le facteur de risque. Il faut le prendre en charge, certes par des médicaments, mais aussi par, comme on l'a dit, une modification du mode de vie, par une meilleure alimentation, par une pratique d'une activité physique régulière. L'Organisation mondiale de la santé OMS estime que plus de 17,3 millions de personnes sont décédées en 2008 de maladies cardiovasculaires telles l'AVC. Et les 4/5 de ces décès surviennent dans les pays à revenus faibles. Toujours selon l'OMS, une projection de 23 millions de nouveaux cas est faite pour 2030. La prévention est donc l'un des moyens efficaces pour lutter contre la pandémie, d'où la tenue de ces journées nationales de lutte contre l'accident vasculaire cérébral AVC. Au menu, dépistage, conseil d'usage et assistance. Nous voyons beaucoup de personnes qui font des AVC, qui meurent, d'autres aussi sont paralysées. En tout cas, ce n'est pas joli à voir. Donc, il faut vraiment connaître son statut pour pouvoir prendre des précautions. Nous nous sommes rendus compte que si effectivement nous connaissions les signes annonciateurs d'un AVC, beaucoup parmi nous auraient pris un certain nombre de précautions. Et du coup, ça s'est imposé à nous de faire de la sensibilisation, de la prévention pour que les personnes dites bien portantes ne viennent pas grossir nos rangs. Dans cette dynamique d'éradication de la pandémie, le gouvernement a inscrit les maladies non transmissibles au rang de priorité nationale par le renforcement de son dispositif sanitaire. Ainsi, notre pays s'est doté d'une politique nationale multisectorielle et multipartie de lutte contre les maladies non transmissibles. Notre pays a ouvert le premier institut de cardiologie à Abidjan dans la sous-région. Notre pays a adopté la loi anti-tabac en juillet 2019. Notre pays a renforcé les compétences de 1587 médecins de 67 districts sanitaires en matière de prévention des accidents cardiovasculaires. Notre pays a subventionné des traitements médicamenteux des maladies cardiovasculaires et autres cardiopathies nécessitant un appareillage. Ces journées nationales de lutte contre l'AVC sont une initiative de l'ONG AVC Espoir. AVC, la prévention, une priorité. C'est autour de ce thème que se sont tenues durant 2 jours ces journées nationales de lutte contre l'AVC. L'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire encourage l'éducation islamique des plus jeunes. Elle a fait don de kits scolaires à 230 élèves des écoles confessionnelles islamiques de Bingerville. Cette organisation appelle les parents à s'impliquer davantage dans l'éducation religieuse de leurs enfants. Voici le reportage de Boko Clément. 230 élèves sélectionnés dans les 4 écoles confessionnelles islamiques de Bingerville reçoivent chacun un kit scolaire. Ce don est de l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire. Souvent, nous constatons que les enfants qui sont dans les écoles publiques, ils ont tout le matériel de travail, ils ont toutes les conditions, mais l'enfant qui est à l'école confessionnelle islamique, il n'a même pas de matériel pour travailler. Il n'a même pas de sac. Donc c'est un geste pour interpeller les parents, pour leur dire d'être équitable entre les enfants et d'encourager nos enfants qui sont dans ces écoles, dont demain, ce sont ces enfants qui seront les imams, ce sont ces enfants qui vont nous servir dans la société, ce sont ces enfants qui vont venir éduquer d'autres enfants. Les bénéficiaires traduisent leur gratitude aux donateurs. On n'avait pas de sac pour
pour des fournitures pour l'école. Bon, alors on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce aux imams, nous avons reçu les kits scolaires. Alors on doit remercier les imams. En marge de cette cérémonie, les guides religieux ont animé des conférences sur l'importance des écoles confessionnelles islamiques et le rôle du muezzin dans la société. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même demande aux pères de famille de poser des actions qui vont le préserver, lui et sa famille, du feu de l'enfer. Et l'action fondamentale à l'endroit des plus jeunes, c'est leur donner une éducation islamique. Mais les contingences existentielles font qu'aujourd'hui, beaucoup de parents ont démissionné ou sont submergés par les préoccupations qui n'ont pas le temps ou les moyens de donner une éducation islamique adéquate à leurs enfants. Donc, les structures islamiques d'enseignement viennent donner une solution à la préoccupation des parents. Le rôle du muezzin dans notre communauté, c'est lui qui est chargé d'appeler, de rappeler les heures de prière aux fidèles. Et c'est un rôle, disons, social. Donc quand il le fait, pas pour seulement les musulmans, mais même les non-musulmans se servent de l'appel du muezzin pour pouvoir vaquer à certaines occupations. Cette cérémonie a pris fin par l'investiture de Diallo Mokhtar comme président communal des muezzins de Bingerville. L'éducation et la formation, une priorité dans le département d'Atié-Guakro. On a récemment célébré l'excellence. 102 personnes distinguées. Il s'agit essentiellement d'élèves et enseignants. Ils ont reçu le prix Charles Peumont, une marque pour leur contribution au développement de la localité. Le reportage de Charles Tatou. Le prix Charles Peumont de l'excellence se veut maintenant une institution dans le département d'Atié-Guakro. Cette 15e édition de la célébration de l'excellence, qui a eu pour cadre le village d'Abo Kwamekro, a permis aux initiateurs d'atteindre deux objectifs. D'abord, célébrer les lauréats dans une ambiance festive et ensuite lancer des messages de sensibilisation à la promotion des valeurs de l'excellence et de cohésion sociale. Entre Kétikré et Atié-Guakro, il y avait souvent des problèmes frontaliers. Donc le fait de mettre Kétikré là-dedans, c'est pour essayer d'apaiser les rapports de main. Ils sont donc 132 les lauréats du prix Charles Peumont de l'excellence, édition 2019. Ces lauréats sont composés d'élèves, enseignants et acteurs sociaux qui œuvrent au développement local et à la cohésion sociale. Particularité de cette année, le Grand Prix du mérite culturel. Il a été remis au groupe artistique Souralais d'Atié-Guakro, vainqueur de Wozo Vacances, RTI 2019. La structure Top Innovation apporte sa pierre à l'insertion des jeunes, des étudiants instruits à la rédaction d'un projet professionnel. Une solution pour aider la jeunesse à avoir une vision plus claire de leur avenir professionnel. Ce forum a eu lieu à l'agence universitaire de la francophonie au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Boko Clément. Aider les jeunes à élaborer et valider leurs projets d'études et professionnels. Au cours d'un forum organisé à l'agence universitaire de la francophonie, la structure Top Innovation a convié 54 chefs d'entreprise pour animer plusieurs panels dans divers domaines professionnels. Objectif, clarifier la vision et maîtriser l'évolution de chaque secteur d'activité. On a fait une étude depuis 2018 et on a vu que 4 jeunes sur 5 n'ont pas de projet professionnel. Or, le projet professionnel, c'est un levier de motivation. Ça permet éventuellement aux jeunes de mieux structurer leur recherche d'emploi. Ça permet même aux jeunes de prendre au sérieux leurs études. Parce que quand tu sais que tu as un projet professionnel, tu mets en place tous les moyens possibles pour réaliser ton projet professionnel. Tu sauras mieux te vendre devant un recruteur. Et là, je pense que si tu as un projet bien élaboré, bien ficelé, tu n'auras pas de problème d'emploi. Une aubaine pour les participants. C'était très enrichissant, cette conférence. Ça m'a permis de voir une vision plus large de ce que je veux faire et la vision que je veux me formaliser. Je crois qu'à partir de ce forum, je vais me fixer des visions et puis m'amener à
à accomplir cette vision. Les panélistes s'inquiètent du peu d'intérêt qu'accordent les étudiants à cette activité. Il ne faut pas rester là, dormir sur ses lauriers, passer son temps des heures à regarder la télé et dire tout facilement qu'il n'y a pas de travail. Les jeunes, on n'a rien prévu pour les jeunes. Il y a beaucoup de choses. Le monde du travail, ça grouille tous les jours. Regardez les sites d'emploi, vous allez voir que chaque jour, il y a une entreprise qui recrute. Mais très souvent, on ne trouve pas la compétence. Top Innovation est une organisation accréditée par l'UNESCO et œuvre dans le secteur de l'éducation-formation. On reste avec Boko Clément qui nous emmène à présent dans le monde rural pour parler d'autonomisation de la femme. Les agricultrices de Takikro et Gribo reçoivent un appui, un geste pour accroître leur activité génératrice de revenus. Takikro et Gribo, deux villages de la commune d'Anoumamba, région du Moronou, célèbre la femme agricultrice, particulièrement celle du vivrier et du maraîcher. Une journée pour leur apporter une bouffée d'oxygène après une saison désastreuse due au changement climatique qui amenuise leur récolte, auxquelles s'ajoutent des difficultés de commercialisation. Enguerrand Kassi, parrain de cette cérémonie, par ailleurs premier adjoint au maire de la commune d'Anoumamba, a fait des dons aux agricultrices. L'ensemble des femmes de Gribo Takikro voudrait donc par ma voix vous témoigner toute sa reconnaissance et sa gratitude pour cette prompte réaction qui traduit tout l'humanisme qui caractérise votre action. Monsieur le premier adjoint au maire de la commune d'Anoumamba, c'est sur ces mots que nous allons clore ces propos en vous réitérant notre remerciement les plus chaleureux. Puisse Dieu vous accompagner dans cette grande œuvre d'autonomisation des femmes de notre région. Ce don vient combler le déficit en matériel et permettra d'accroître le rendement des plantations afin de faire de Gribo et de Takikro le poumon économique du département. Enguerrand Kassi a été fait citoyen spécial de Takikro. En culture, le processus électoral au Burida pose problème. Des artistes dénoncent des irrégularités constatées lors du dernier scrutin. Le mouvement L'égalité et transparence est une des parties prenantes à l'Assemblée générale élective du conseil d'administration. Il est dirigé par David Taïro. Il demande la suspension du processus électoral. Des accusations démenties par le directeur général par intérim du Burida. Voyons cela dans ce reportage de Noussangare, Colette Ilboudo et Franck Quadio. Dissension au bureau ivoirien du droit d'auteur, les parties prenantes à l'Assemblée générale élective de la Maison Orange ne parviennent pas à accorder leur violon sur une date pour la tenue de l'élection du conseil d'administration. Le mouvement L'égalité et transparence dirigé par David Taïro, artiste et auteur-compositeur, demande la suspension du processus électoral pour raison d'irrégularité dans la constitution du collège électoral. Des irrégularités qui pourraient entacher la crédibilité du scrutin selon le président du dit mouvement. Au vu des preuves de fraude que nous avons constatées et présentées au juge, l'ordonnance 3022 du 26 septembre 2019 a suspendu pour une période d'1 mois la tenue de l'Assemblée générale devant conduire à l'élection d'un nouveau conseil d'administration qui devait se faire le 28 septembre 2019. Le temps de saisir le juge du fond pour confronter les deux parties et trancher définitivement. C'est dans la préparation de ce procès que nous avons appris l'existence d'une ordonnance de rétractation de la nôtre prise le 10 octobre à l'instigation de la Direction générale par intérim qui, dans la foulée, annonçait sous cap la tenue de l'AG pour le 17 octobre. Nous ne comprenons donc pas pourquoi une telle fébrilité du directeur général par intérim, à coûte que coûte, vouloir faire cette AG alors qu'il sait pertinemment que de lourdes fraudes entachent ces élections qu'il a lui-même organisées. À la tête de la Maison des artistes en tant que directeur général par intérim depuis quelques semaines, Serge Akpatou dément ces accusations et invite les artistes à plus de responsabilité dans leur démarche pour la bonne marche de leur maison. Aujourd'hui, aucun élément probant n'a pu établir une quelconque fraude, que ce soit par une implication personnelle qui n'a jamais été le cas ou par celle
de la commission électorale dont la probité ne souffre d'aucun doute. Élection, oui, mais toilettage des textes d'abord. Ce sont entre autres les revendications du mouvement L'égalité et transparence. Nous avons tous combattu ça pour que les textes soient toilettés, à l'unanimité. Si on ne sait pas ce qui s'est passé pendant 4 ans, comment est-ce qu'on peut choisir les gens qui vont aller devant et sur la base de quoi? C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas un problème de personne. Qu'aucun texte, légal ou réglementaire, ne subordonne la tenue d'une assemblée générale à un toilettage préalable des textes. Si le toilettage des textes doit se faire, il se fera, mais toujours dans le respect des textes qui régissent le fonctionnement du Burida. Donc leur vision n'est pas dénuée de sens. Encore faudrait-il que cette vision obéisse à une volonté consensuelle. La crise au Burida semble loin de connaître son épilogue. Pour l'heure, on ignore la date choisie pour la tenue de l'Assemblée générale. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur RTI2.